Laura, bonjour. Bonjour Romain. Donc merci d'avoir accepté cette invitation pour cet entretien. Aujourd'hui, on va parler d'ostéopathie. Oui. On va parler de l'intérêt que ça peut avoir autant sur le chien que sur les animaux, et puis en extrapolant sur l'humain. On va parler de ça, on va un peu extrapoler également sur ce qui va être de la kinésiologie éventuellement, communication animale, et si t'es ok, de la biorésonance. Ouais, tu m'en avais parlé pas de aussi. souci. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, donc moi c'est Laura Ousmane, je suis ostéopathe animalier depuis 2 ans à mon compte, diplômée l'école Biopraxia à Rennes, enregistrée au registre national d'aptitude qui est obligatoire aujourd'hui pour tout ostéopathe animalier, donc qui est tenu par les vétérinaires. J'exerce donc en Centre-Bretagne, dans un rayon à peu près de 60 km autour de Crédin. J'exerce sur tout type d'espèces, notamment le chien. Donc c'est comme ça qu'on se connaît et puis du coup qu'on a échangé. Quoi dire d'autre, voilà, c'est déjà bien. J'exerce moi à domicile uniquement, j'ai pas de cabinet, par choix, par rapport à la clientèle aussi. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui t'a conduit en fait à t'orienter vers l'ostéopathie? Alors à la base je voulais être vétérinaire, comme une grande partie des jeunes filles. Et en fait je connaissais pas du tout l'ostéopathie animale. Alors je savais que les vétérinaires pouvaient être ostéopathes animaliers, surtout dans les chevaux, parce qu'en fait c'est principalement dans les chevaux au début que ça a été connu. Je te coupe, c'est une spécialité comme les vétérinaires comportementalistes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, oui, exactement, les vétérinaires peuvent avoir 2 ans supplémentaires en plus pour devenir ostéopathe animalier, mais même un vétérinaire lambda, j'aime pas dire ça, mais voilà, qui a sa formation de base, peut également lui faire des actes d'ostéopathie. C'est vrai que les vétérinaires, du coup, ils ont vraiment la possibilité de tout faire. Ils sont pas obligés de faire cette formation, mais c'est fortement conseillé quand même parce que bon, ça reste des techniques particulières, ils apprennent pas ça durant leur cursus standard. Donc c'est 2 ans pour eux. Et voilà, donc pour moi, ostéopathe animalier, c'était les vétérinaires qui faisaient ce genre de choses. Je m'étais pas renseignée sur ni quoi que ce soit là-dessus. Donc j'ai fait le cursus classique qui est le lycée. Je suis rentrée en prépa véto pour justement de passer le concours vétérinaire. Et en fait, durant cette prépa, par pur hasard, une collègue à moi est tombée sur une publicité d'école d'ostéopathie animale. Et du coup elle m'en parle et moi j'étais là non mais il faut avoir quelque chose en particulier, c'est pas n'importe qui peut faire ça, et elle me dit si en fait c'était post-bac ou bac+2. Donc moi à l'époque j'avais un bac+2 et l'école la plus proche était à Rennes. Donc moi à ce moment-là j'habitais à côté de Rennes en plus, donc vraiment il y avait plein de choses donc je me suis un peu renseignée et en fait je sais pas, l'approche de l'animal, comment on soigne l'animal en ostéopathie, la vision me plaisait énormément. Et donc du coup, en fait, je me suis inscrite dans l'école avant même de finir mon année de prépa. J'ai passé quand même le concours parce qu'en me disant, bon, j'ai été jusque-là, j'ai bossé aussi. Donc j'ai passé le concours. Mais en fait, finalement, j'ai même pas passé l'oral. Dès que j'ai passé l'écrit, de toute façon, mon inscription à l'école était confirmée. J'avais juste à valider, donc... Mais ça a été pur hasard, une pure découverte comme ça. D'accord, mais toi je savais pas ça. C'est intéressant de faire ces entretiens. Ouais, tu vois. Non, ça a été vraiment... j'étais pas partie du tout pour faire ça à la base. Alors peut-être qu'en tant que vétérinaire, peut-être qu'après, tu vois, j'aurais fait la spécialité. Mais je connaissais absolument pas. C'est vraiment... je sais pas, on a découvert ça en mars-avril. Ah oui, d'accord, ok. Et en juin, j'étais... vraiment, ça a été tombé... Et donc ouais, comme tu l'as dit là dans ta présentation, il y a à peu près 2 ans, je crois maintenant. Ouais, ça fait 2 ans que j'ai la société, ouais.
Ok, ouais, donc ouais, ok, et c'est à peu près aussi il y a 2-3 ans, alors peut-être maintenant que le métier d'ostéopathie est passé sous l'égide du Conseil de l'ordre des vétérinaires. Alors c'est même plus que ça remonte, ça devait être en 2018, il me semble, 2017-2018, que de toute façon ça a commencé à se mettre en place en 2017, où on savait qu'il allait avoir un examen qui allait être créé, le temps qu'il le crée et tout ça, que ça a commencé dans ces années-là. Donc moi je devais être en 2e ou 3e année en école d'ostéopathie. D'accord. Donc ça a changé beaucoup de choses parce que du coup même les programmes et tout ça, les écoles même eux ils étaient du coup mince tout change, l'enseignement tout devait changer pour se caler par rapport à cet examen-là. Tous les ostéopathes qui exerçaient à ce moment-là devaient passer cet examen. Donc en plus de ça, des gens qui exerçaient depuis des années, du jour au lendemain on leur a dit non, c'est fini pour vous, vous n'avez pas l'examen. Donc du coup ça a été compliqué, hein. Ça a été un gros chamboulement au sein de la profession parce que c'était en même temps une reconnaissance, c'est-à-dire parce que c'était un peu n'importe quoi avant, n'importe qui pouvait se dire ostéopathe animalier du jour au lendemain, c'est-à-dire tu pouvais faire une formation d'un week-end, ça y est t'étais ostéopathe animalier, tu pouvais soigner les animaux. Ouais, comme dans le domaine de l'éducation canine finalement quoi. Voilà, donc du coup il fallait quand même qu'il y ait un cadre, malheureusement les écoles se sont pas mis d'accord entre elles pour mettre en place un programme fixe pour toutes les écoles. Ah ouais, d'accord. Et les écoles se sont pas mis d'accord entre elles. Ça a été un peu se tirer dessus en mode non c'est moi qui ai la meilleure, puis voilà. Et donc du coup les vétérinaires ont tranché en disant vous voulez pas, nous on va mettre. D'accord. Donc il y a cet examen qui a été créé par le CNOV, effectivement, c'est le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour qu'on soit donc il y a une partie théorie et une partie pratique. Pour justement qu'on ait l'autorisation d'exercer. Sans ça, en fait, on a beau être diplômé de l'école, on n'a pas l'autorisation d'exercer. Donc on est en dehors du cadre légal, parce que ça reste une médecine vétérinaire malgré tout, l'ostéopathie, c'est considéré comme une médecine vétérinaire, donc pour eux, on est dans l'illégalité, il n'y a pas d'assurance du coup, si on n'a pas cet examen-là. Enfin bref, il y a tout ça qui... Ok, et après tu as une validation des acquis à effectuer tous les 5 ans, 10 ans? Non, du tout. Après, on a juste tous les ans à valider notre enregistrement, comme un vétérinaire. Les vétérinaires sont aussi enregistrés sur des registres, donc on peut retrouver sur notre région, département, où tous les vétérinaires sont enregistrés. Les ostéopathes, c'est la même chose. C'est le registre national d'aptitude. Et là, du coup, sur... chaque département, chaque région surtout, département peut-être pas, mais au moins région c'est sûr, tu peux retrouver sur internet la liste de tous les ostéopathes qui ont validé cet examen-là et qui exercent dans ta région. Ok. Donc alors quel intérêt pour les propriétaires de chiens et plus largement des animaux en fait de faire appel à des ostéopathes? Bon, il y a plusieurs raisons. Déjà, ça peut arriver tout au long de la vie d'un animal. Il faut savoir qu'on peut exercer sur un chiot qui a 3 semaines de vie, donc c'est-à-dire même au sein des éleveurs où on intervient, comme un chien qui est en fin de vie, qui a déjà 14 ans, plein d'arthrose, ce genre de choses. On va adapter bien évidemment la manipulation, on n'a pas du tout les mêmes objectifs, mais voilà, déjà, première chose, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de « ah non, il est trop petit, il est trop vieux, c'est un chien de canapé ou c'est un chien sportif ». Ça, il n'y a pas du tout de distinction là-dessus, c'est pour tout le monde. Après, par contre, effectivement, les manipulations vont être différentes selon les cas. Pour un chien, les jeunes chiots, justement, qui sont en croissance et tout ça, ça va être suivi de croissance principalement, en dehors de problèmes particuliers. S'il y a eu un accident durant la croissance ou s'il y a eu une malformation de naissance, bien évidemment, là aussi, c'est hyper important parce que le chien, c'est comme nous. Quand il a un problème, il va s'adapter son corps, il va compenser, il va se débrouiller pour... Mais ces compensations-là, ça peut être gênant. C'est comme nous, si on se positionne mal tous les jours, au bout d'un moment, on va compenser, puis au bout d'un moment, ça va faire mal. Donc voilà, le but, c'est d'éviter ce genre de choses. Et sinon, si, a priori, tout va bien de ce côté-là, qu'il n'y a pas de problème, c'est tout simplement suivi de croissance. Parce que durant la croissance, il se passe plein de choses. Les articulations ne sont pas du tout terminées. Elles sont encore très laxes. On a ce qu'on appelle du cartilage de croissance, qui est beaucoup plus... qui est encore très malléable par rapport à de l'os qui a fini de grandir. Donc en fait, c'est hyper important ce passage-là, parce que justement, tout est encore modulable. C'est-à-dire que même si un chien, on va dire, part avec un défaut d'aplomb ou articulaire, en travaillant dessus, en collaboration avec d'autres professionnels bien évidemment, et en faisant attention au quotidien à son environnement, parce que ça reste quand même important, on peut corriger un peu ces défauts-là, soit les récupérer à 100%, soit au moins en améliorant la situation,
en évitant que ça devienne trop handicapant pour lui, parce que à l'âge adulte, c'est comme nous. Vaut mieux se blesser quand on est jeune parce que tout se récupère plus facilement que quand on vieillit. Et ben là c'est la même chose. Donc suivi de croissance, donc petit comme grand chien. Les grands chiens, on a en plus cette particularité là, c'est que on a des poussées de croissance très grandes, très importantes. C'est pas forcément les plus doués dans leur corps. Voilà, entre même les jeux entre chiens, entre eux, ça peut être quand même assez intense. Ils peuvent n'importe chuter comme nous, comme un enfant. Donc c'est pour voir, justement régler ces petits bobos, on va appeler ça, pour justement éviter que plus grand, ça ne devienne des problématiques trop importantes où là, ça demande des interventions plus importantes, vétérinaires ou autres, qui sont plus coûteuses et plus handicapantes pour le chien, quoi. D'accord. Donc en croissance, ça va être plus ça l'objectif, c'est vraiment d'harmoniser la chose pour que quand il a fini sa croissance, le chien il soit au top. Et puis après, c'est comme pour un humain, c'est-à-dire que généralement on conseille une fois par an de faire un bilan. Pour justement, parce que en une année de vie, il se passe plein de choses dans la vie pour nous, mais comme pour un chien. C'est-à-dire qu'entre les voitures, entre les jeux avec les autres chiens, selon ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on a le chien de travail, donc là qu'on va en ferme, ou chien comme toi tu as pu avoir, militaire, policier et tout, c'est quand même, on leur demande un effort physique. Les chiens sportifs, ceux qui font de l'agilité, des concours et tout ça, c'est quand même, physiquement c'est comme un sportif humain, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être sain dans son corps et pour perfectionner. Et puis le chien de famille, ce que tu rencontres principalement, et moi ce que je rencontre aussi en majorité, c'est le chien de famille tout bêtement, parce que malheureusement par moment on a des comportements qui apparaissent chez des chiens, donc toi là c'est plus de ton côté du coup, mais moi j'ai des éducateurs qui me renvoient des clients en me disant on a un tel problème avec notre chien qui est apparu du jour au lendemain, on n'avait pas cette problématique avant. Mais l'éducateur, il pense que c'est dû à une douleur. Et donc du coup, moi j'interviens pour justement voir effectivement est-ce qu'il y a eu une douleur ou pas spécifique. Donc ça peut être problème de dos, une boiterie, peu importe, ça peut être n'importe où. Et qui en fait, le chien, lui, la seule manière pour lui d'exprimer sa douleur, c'est soit de fuir. Et si par contre on a des enfants ou autres, les enfants ils jouent, ils font ce genre de choses. Et puis ça peut venir jusqu'à ce qu'on ne souhaite pas, mais la morsure, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de bien surveiller le comportement de son chien. Parfois c'est des petites choses minimes. T'es chiante grosse. File. Allez, bouge. Et donc voilà, tout au long de la vie c'est ça. En dehors des accidents bien évidemment. Mais l'ostéopathie, c'est une médecine préventive à l'origine. C'est quand même, normalement, on n'est pas censé faire que du cas grave, de boiterie, de ce genre de choses. Normalement, ça, c'est pas notre ressort, ou en second plan. Mais généralement, c'est justement quand, a priori, tout va bien, d'extérieur, on fait un bilan pour justement régler ces petits problèmes-là, pour éviter qu'on en arrive à des stades où là, c'est trop important, où il faut un antidouleur, il faut faire des radios, il faut faire des choses comme ça, où... En fait, on a trop attendu. Il y avait déjà... C'est comme chez nous, finalement, où avec les principes des médecines allopathiques, on va soigner uniquement une fois que le symptôme est là, alors que dans les médecines traditionnelles chinoises, par exemple, les gens vont voir le médecin quand ils sont en fait en bonne santé. C'est ça. S'ils sont malades, c'est vrai que généralement le médecin a mal fait son travail, quoi. C'est ça, on passe du préventif si on attend trop, tout ce qui est préventif, au bout d'un moment, ça passe forcément en curatif. Et c'est vrai que quand on va chez notre médecin généraliste, c'est généralement quand on a des symptômes, des choses. Or, a priori, déjà avant, il y a des petits signes. Alors, en dehors des maladies, bien évidemment, une maladie, ça on l'évite pas. Mais en tout cas, dans notre corps, des douleurs de dos ou autres, au début, on le ressent pas. Nous-mêmes, on n'est pas droit dans notre corps. Dans la nature, rien n'est... C'est vrai, tu vois, rien n'est parfait dans la nature. Il y a toujours de la dissymétrie. Nos aplombs, font que on a les pieds plats, les pieds plus ou moins, Nous, en plus dans notre vie d'humain, avec tout ce qui est chaussures, tout ce qui est aujourd'hui notre environnement, on reste des heures assis, alors que... Rien que les écrans où les gens sont... Les écrans, les gens qui travaillent en bureau, la voiture, on n'est plus du tout dans la physiologie qui est dans la nature normalement de bouger. On bouge beaucoup moins, on est beaucoup moins actif, on met beaucoup de contraintes sur notre corps, même également psychique, c'est-à-dire que le psychique joue en jeu aussi, parce que quand on est stressé, on se contracte énormément au niveau du dos. Et c'est pareil pour les animaux, en plus surtout le chien qui vit au plus près de l'humain, lui il est encore plus impacté
par le mode de vie de l'humain. Donc c'est-à-dire le chien, ça va être le chien de famille, ça va être au panier, à la cage ou en extérieur, mais il fait plus des kilomètres comme ferait ses ancêtres bien lointains, mais le loup qui fait des kilomètres et des kilomètres, on est très très loin de ce mode de vie-là. On a la contrainte de les montées en voiture, les harnais, les colliers, et puis là en plus il y a aussi l'éducation qui rentre, c'est-à-dire que si c'est un chien qui a des et au niveau comportement ou éducation qui n'a pas été bien suivi ou autre, c'est là où on a des chiens qui tirent énormément en laisse, donc ça tire énormément au niveau si c'est au collier, ça va être cervical. Le harnais, s'il n'est pas adapté à la morphologie, ça peut être aussi au niveau du dos. Ça peut être aussi des sauts excessifs, donc les sauts excessifs, les articulations, ça fait mal. Et il faut savoir que chez le chien, le gros problème qu'on a eu, c'est que le chien a été créé par l'homme. Les races qu'on a aujourd'hui, très peu sont quand même encore naturelles, effectivement. Donc on parle du coup des races primitives pour celles-ci, qui se rapprocheraient un peu plus, qui ont des comportements un peu plus naturels, et encore. Mais voilà, quand on prend un bulldog anglais, français, peu importe, avec un Saint-Bernard, on passe au l'épagnol breton, on a des dimorphismes qui sont énormes, c'est-à-dire qu'on a un chien tout petit, qui a plus de queue, qui a plus de nez, avec un dos plus ou moins long, les teckels qui ont un dos très très long, corgi aussi, Saint-Bernard qui font des poids énormes, et même chez les molosses, ils ont été trafiqués par l'homme, ce qui fait que du coup dans leur corps, ils ont tous leurs problématiques. C'est-à-dire qu'un bulldog, dans sa formation, il a une prédisposition à avoir des hernies discales. Pourquoi ? Parce que la forme de ses vertèbres fait que il y a quasi tout, pour tous des hernies discales qui se révèlent pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir des hernies discales sans que ça entraîne de douleur, mais ça peut entraîner un jour ou l'autre une crise, et c'est pour ça que du coup on a beaucoup de bulldogs qui sont opérés d'hernies discales. Parce que un jour ou l'autre ça devient trop douloureux et insupportable pour eux. Ah, ça justement c'est intéressant, parce que tu rebondis sur une question que j'allais te poser, à savoir que oui, en fonction des races de chiens, donc tu vas avoir des douleurs et des maux qui vont être plus prédisposés selon les races. Et donc justement il y a des statistiques ou en tout cas des races sur lesquelles ça ressort vraiment. Oui. Le bulldog, ça va être les hernies discales. Berger allemand, de lignée, en tout cas de beauté, tout ça, on a tout le train arrière. Donc là, en fait, même déjà chiot, on le voit, ils ont une hyperlaxité en fait au niveau des postérieurs, au niveau jarret et hanches. Ce qui fait que du coup, ils sont obligés d'énormément contracter leur dos pour justement stabiliser un peu. En plus, quand on est chiot, du coup, il n'y a pas la masse musculaire en plus qui maintient ça. Donc ça part encore plus dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de bergers allemands, malheureusement, en fin de vie, qui sont hyper douloureux du train arrière, on a des formes de paralysie qui apparaissent. On a des accidents aussi qui apparaissent du coup au sein des foyers parce que le chien, il est intouchable tellement il est douloureux. Mais parce que c'est malheureusement la sélection que l'humain a fait de lui qui a entraîné du coup cette caractéristique particulière quand même, c'est que le berger allemand vraiment il a le train arrière, il y en a certains qui sont quasi au sol, et ça vieillit très mal. Si je prends le cas de Canet Corso, voilà la race que j'ai, moi c'est pour ça que j'ai choisi une lignée, on va dire originelle. J'ai été la chercher effectivement au sud de la France pour avoir vraiment la lignée italienne et tout ça, parce qu'eux ils n'ont pas trop trafiqué la race. Aujourd'hui malheureusement on se retrouve avec des Canet Corso de très, très lourds. Donc du coup normalement une femelle c'est censé faire 40, un mâle 50 kg. Tu vois, moi aujourd'hui en clientèle j'ai des Canet Corso, ils font 70-80 kg. Malheureusement les articulations n'ont pas suivi, et du coup c'est pour ça qu'on a souvent des chiens qui se font des ligaments croisés, des dysplasies de coude, enfin en tout cas ça augmente le risque de complications articulaires sur ces chiens là. Mais on parle de ces races là, mais en réalité sur toutes les races, tout ce qui va être hyper sélectivité, forcément ça part dans des dérives parce que c'est pas physiologique, c'est l'être humain qui a créé ça. Donc on s'en rend compte de plus en plus, on le voit de plus en plus, même des publicités qui passent, même sur les réseaux sociaux, où justement il y a eu des pubs qui sont passées là-dessus pour montrer justement l'excès qu'a entraîné les choix de l'être humain sur ces races-là, et du coup les complications que ça entraîne pour eux. Un carlin, quand on les entend qui n'arrivent pas à respirer même au repos,
bon, ça reste une forme de maltraitance. C'est-à-dire que malheureusement, en fait, c'est l'être humain qui les a rendus comme ça. Et forcément, pour eux, c'est au quotidien. Et ça entraîne plein de problématiques dans leur corps. Donc, du coup, avec l'action des vétérinaires et tout ça, justement, on est là pour les aider. Parfois, il faut une intervention vétérinaire parce que, là, c'est anatomique, il faut opérer, il faut ce genre de choses. Moi, en ostéo, du coup, c'est justement pour essayer de compenser ces défauts-là. Parce que ça, par contre, on peut rien y faire. Ils sont présents, donc on va pas les faire disparaître. Mais justement, leur apporter du confort au quotidien pour que éviter qu'ils compensent de trop, éviter que justement des crises de douleur apparaissent et faire en sorte que le chien vieillisse le plus longtemps possible en meilleure forme possible. Parce que des chiens à 8 ans qui sont bourrés d'arthrose, j'en ai, c'est triste parce qu'il a que 8 ans. Et on pourrait se dire, mince, il aurait été suivi, il aurait eu le cadre de vie le nécessaire, on aurait pu faire de ce chien-là, aurait pu vivre, mais beaucoup plus longtemps. Et en meilleure forme. Parce que c'est comme un être humain, le garder sous médicaments sur du long terme et tout ça, ça reste contraignant pour les organes. Donc on a des problématiques autres qui apparaissent, et ça reste coûteux. Et l'avantage qu'ont les animaux, on va dire, comparé à l'être humain, c'est que nous, l'être humain, au pire, on finit alité dans un lit. Oui, alors que le chien, on le laisse pas aller jusque-là. Mais c'est quand même triste de voir, généralement, quand on prend un animal, on souhaite son bien et qu'il vive au mieux, quoi. Donc c'est là-dessus du coup que j'essaye de faire le point, de dire justement en fait c'est pour l'avenir de ce chien, c'est justement pour qu'il puisse être au mieux jusqu'à la fin de sa vie, que vous le gardiez. Après des accidents il peut y en avoir, ça je les supprime pas, je suis pas malheureusement j'ai pas cette mais c'est pour les éviter, ou éviter justement qu'il y ait trop de problématiques plus tard en vieillissant et que trop tard. Donc tu parlais là tout à l'heure des différentes pathologies qui pouvaient affecter certaines races. Est-ce qu'avec le prisme de lecture de l'ostéopathie, il y a des prises de conscience ou une fois encore des statistiques pas forcément des statistiques, est-ce que maintenant les gens prenant conscience justement de ça, donc tu parlais des hypertypes par exemple avec les carlins, est-ce que aussi il y a des gens qui sont un peu plus conscients de prendre des chiens normaux? Est-ce que si, voilà, c'est ça pour le coup, je voulais revenir sur les statistiques. Est-ce qu'il y a moins de chiens type berger allemand avec ces problèmes là parce que les éleveurs font plus attention ou pas? Alors est-ce que ça se ressent moi aujourd'hui généralement, de toute manière, l'ostéopathie aujourd'hui c'est encore une médecine assez nouvelle et tout ça, donc on n'a pas encore accès à toute la population de chiens qui existe. Généralement, du coup, les gens qui appellent en ostéopathie, c'est quand même des gens qui ont plus ou moins cette conscience de... donc effectivement, dans ma clientèle, du coup, effectivement, c'est des gens qui sont un peu plus sensibles à ce genre de choses et qui, du coup, enregistrent très bien ce genre de discours et qui eux-mêmes s'en rendent compte. Là, en fait, il y a un gros un des principaux travaux à faire, c'est notamment au niveau des éleveurs, que c'est à eux de pouvoir... c'est eux qui sont à l'origine, non, mais qui créent leur couple, c'est eux qui choisissent leurs reproducteurs, qui du coup feront les futurs chiots, et du coup de pouvoir sélectionner ces reproducteurs, de se dire non, celui-ci, donc il y a les éleveurs, mais aussi tout ce qui est la centrale canine, pour les différentes races notamment, à eux aussi de faire une sélection, de se dire non, là on part dans des extrêmes, dans les concours beauté, le berger allemand, malheureusement, c'est la lignée beauté qui a été très préjudiciable, exactement, parce que la lignée travail n'est pas du tout comme ça. Donc du coup là c'est vraiment dans les concours, c'est vraiment plein de choses, mais du coup c'est même pas en réalité les particuliers eux-mêmes qui peuvent faire ce changement-là, même s'ils ont un rôle quand même, parce que du coup en sélectionnant les élevages chez qui ils vont, en faisant attention à la race, à ses comportements et tout ça, même pour les bergers australiens et tout ça, un berger australien c'est pas à mettre sous la main de n'importe qui, ça demande... ça a des contraintes, mais là du coup plus, pas physique, mais on va dire... de besoins différents que faut être capable de pouvoir apporter. Donc là c'est vraiment aux éleveurs et aux centrales canines de gérer ça, enfin en tout cas de mettre en place ça de plus en plus, d'être un peu plus rigoureux, mais bon ça sera petit à petit. Je pense que c'est une connaissance, oui je le vois de plus en plus ces dernières années parce qu'on même sur les réseaux sociaux on en parle.
Après, il y aura toujours des éleveurs, des personnes qui chercheront toujours le côté financier, argent, oui, ça se vend rapidement, ça bien évidemment, on aura toujours, ça, on ne pourra pas le supprimer. Mais je pense que quand même, petit à petit, il y a des choses qui se passent. Je vois de moins en moins de bergers allemands hyper typés quand même. C'est vrai. Voilà, bon, le bulldog, on est tellement parti loin chez lui que bon, faire machine arrière, c'est pour l'instant, ça va se faire sur des années, en fait. Ouais, là c'est sûr. Ouais, c'est plus là-dessus. Après, je sais qu'il y a certains pays qui ont carrément interdit la vente de certaines races. Oui, c'est vrai. En France, on n'y est pas encore, on n'est pas du tout à ce stade-là, mais peut-être que dans 10 ans, ça se fera aussi. Mais voilà, on est vraiment, je pense, au tout début on se rend compte réellement de la situation. Une prise de conscience générale. C'est ça, et du coup, petit à petit, mais ça mettra des années. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on est c'est encore trop frais. Mais par contre, les gens, voilà, le comprennent. Que il n'y a pas que l'esthétique qui compte, surtout quand en plus il y a malheureusement le côté financier qui rentre en jeu. Il faut l'avouer quand même, c'est que un chien qui a un problème, ça coûte de l'argent. Déjà qu'un chien de base, ça coûte de l'argent. Donc si celui-ci rencontre des problèmes, ça coûte encore plus d'argent. Surtout aujourd'hui, les frais, tout augmente. Du coup, finalement, c'est pas si cool d'avoir un chien à problème. Donc est-ce que du coup derrière, ils réfléchiront plus au prochain chien, de se dire peut-être que la prochaine fois on fera attention à ça. Peut-être. Mais au fait, là, je pense à ça. Tout à l'heure, tu parlais des bergers australiens, et un peu avant, tu parlais donc des déviances qu'on a pu avoir. Est-ce que tout ce qui est bleu merle et rouge merle, alors propre à l'australien ou alors d'autres races, comme on sait qu'ils sont prédisposés pour avoir différentes maladies, notamment tout ce qui va être réactivité à certaines molécules médicamenteuses, est-ce qu'il y a des prédispositions aussi à des maladies osseuses liées à de l'ostéopathie ou pas forcément sur ces lignes? Aujourd'hui, non. Okay. On n'a pas de données là-dessus. A priori, ça serait vraiment effectivement donc tout ce qui va être surdité, des chiens aveugles ou autres, des problèmes justement dans les réactions moléculaires, mais a priori, au niveau squelettique à proprement parler et musculaire aussi, on n'a pas de réaction là-dessus. Enfin, on n'a pas de changement par rapport à si je prends deux borders, un border collie, on va dire sain, et un border double merle, a priori, au niveau, il n'y a pas de, il y a pas de données là-dessus qui disent que c'est vraiment le double merle qui occasionne ces problématiques-là. C'est vraiment lié à l'individu propre, comme un border pourrait avoir un problème aussi. Là-dessus, non, a priori, aujourd'hui, on n'a pas de retour qui ferait dire que ça entraîne ce genre de conséquences. Okay. Tu travailles avec des éleveurs de chiens ? Un petit peu, ouais. Il y en a de plus en plus, ouais. Éleveurs de chiens, oui, effectivement. Donc, soit notamment pour leurs reproducteurs, parce que faire le suivi, comme ils font déjà avec les vétérinaires, généralement ils ont tous le diagnostic dysplasie de hanche pour les grands chiens, problème de rotule pour certaines races de petits chiens. Et voilà, on va dire que beaucoup d'éleveurs aujourd'hui quand même font déjà des examens préventifs avec les vétérinaires pour justement valoriser leurs chiens dans un premier temps, sélectionner aussi ceux qui ont justement des problématiques et du coup les retirer de la reproduction, et donc du coup faire un suivi aussi ostéo pour que par contre tout se passe au mieux. Mais c'est pareil, c'est qu'au niveau reproduction ça se passe bien, que le chien il puisse vivre dans le mieux possible, on reste dans le bien-être animal. Si c'est des chiens qui concourent, parce qu'il y a certains, ils font les deux rôles, ils sont reproducteurs mais également chiens de concours, donc ça reste chien sportif autre, donc également perfectionnés dans ces concours, ça valorise leurs reproducteurs, bien évidemment. S'ils gagnent des choses, oui, évidemment. Forcément ça fait une reconnaissance pour leur élevage, donc ils ont un intérêt. Et après pour les chiots, effectivement, ça permet aussi de justement les futurs propriétaires de se dire là au moins mon chiot il est a priori, parce qu'il y a le contrôle vétérinaire qui est fait, mais du coup d'avoir en plus un contrôle ostéopathique, un bilan, ça permet de se dire finalement mon chiot a priori quand je le reçois il est sain, il a pas. Ça permet en fait de tout de suite repérer s'il y a une problématique qui apparaît assez tôt pour justement la régler tout de suite, pour que justement il vive au mieux. C'est vraiment puis même rien que la mise bas, c'est quand même, j'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais a priori c'est quand même un événement qui est quand même assez intense, que ce soit pour la mère comme pour les petits. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas
une petite balade tranquille. Donc physiquement c'est éprouvant pour la mère aussi, surtout si ça a été une mise bas un peu compliquée. Selon le nombre de chiots aussi, ça tire aussi au niveau de la lactation et tout ça, ça peut fatiguer. Et puis pour les chiots, selon combien ils étaient, ça prend de la place dans le ventre, ça se bouscule parce que la mère pendant ce temps-là, elle a continué à bouger, elle a continué quand même, donc elle peut se prendre des coups, elle peut aussi... Mais c'est bien, tu anticipes mes futures questions parce que c'est vrai, j'allais te dire, et puis je l'avais pas noté en plus celle-là. Mais je sais, oui, quand on a des enfants, il est recommandé à peu près un mois après la naissance justement de faire un petit check-up sur tout ce qui est alors, je sais pas les termes, mais remise en place crânienne et tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est ces choses qui se font sur les... Ouais, alors bon... pas crânien forcément. Les bébés humains, c'est pas ce crânien, c'est vrai que la tête est tellement imposante au passage du bassin que du coup, elle se déforme beaucoup. Les chiots, comme ils sont plus petits, la boîte crânienne est beaucoup moins déformée. Après, ça peut être le cas dans ces cas-là, on travaille beaucoup chez les chiots sur les aplombs, notamment. Okay. Parce qu'il y a des aplombs qui peuvent se corriger. Il y a des chiots, on appelle ça les chiots nageurs, ça existe chez les chatons aussi. Les bébés nageurs. C'est ça, c'est que du coup ils se retrouvent les quatre pattes et ils n'arrivent pas à se redresser. Et en fait, ça peut être, en ostéo, on peut intervenir pour justement en plus guider les éleveurs sur des exercices au quotidien à faire, libérer s'il y a des choses qui sont bloquées, pour justement corriger le plus rapidement possible cette problématique, pour que le chiot puisse repartir et suivre la cadence, parce que sinon après on se retrouve avec des chiots très décalés. Il y en a certains qui sont très très en retard par rapport à d'autres, parce que ça va très vite à cet âge-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi c'est ce que je dis... nous l'être humain on vit à peu près 80 ans, je sais plus c'est quoi l'espérance de vie aujourd'hui, mais on va dire c'est ça. Un chien, selon les races bien évidemment, mais on est plus sur du 10-15 ans, c'est 8 fois moins qu'un humain. Donc en fait sa vie, lui, ça passe très rapidement. 1 an de sa vie, c'est comme si c'était 8 ans pour nous, 7-8 ans. C'est énorme. Donc du coup en fait, dans son corps, tout va aussi en accéléré. Oui, c'est vrai. Au niveau cellulaire, au niveau osseux, au niveau de tout. Tout bouge énormément. Et ça vieillit aussi plus rapidement. Et chez le chiot, c'est pareil. En plus, les croissances, c'est... on a des grosses différences parfois. Sur les grandes races, il y a des chiots, en 1 mois, ils prennent plus de 10 kilos. Enfin, c'est énorme pour les articulations, pour tout ça. Donc, c'est pour ça que plus on va corriger ce genre de défauts, c'est problématique. Moins, en fait, le chien va prendre du retard. Et du coup, il va suivre après une croissance harmonieuse, normale. Donc, effectivement, les éleveurs, ça leur permet donc de valoriser leur travail, d'apporter une plus grande sécurité à leurs propriétaires. Après, le 100% n'existe jamais. C'est comme pour un bilan vétérinaire. Sinon, il faudrait faire des radios à chaque chien. C'est pas le même tous les mois. Parce que durant la croissance, entre un chiot qui a 6 mois et un chiot qui a 9 mois, on pourrait faire 2 radios, la même radio, on ne verrait plus la même chose. Oui, c'est vrai. Ouais, puisque comme tout bouge et tout... C'est ça. Donc voilà, donc on va dire qu'on apporte une sécurité, pas de 100%, ça n'existe pas, mais voilà, a priori le chien est quand même en bonne santé de manière générale, il n'a pas de choses a priori gravissimes ou très handicapantes, donc du coup il part sur une bonne base. Donc déjà même pour les propriétaires, c'est-à-dire que quand on voit le coût d'un chien aujourd'hui, même en élevage, surtout sur certaines races, c'est un budget. C'est un investissement. Généralement, il y a des gens qui attendent des années pour avoir un chien. Voilà, ça permet d'avoir un critère supplémentaire, de se dire mon élevage apporte quelque chose de supplémentaire que par exemple d'autres n'ont pas ou autre. Ça valorise mes reproducteurs parce qu'eux aussi sont suivis. Mes chiots, on sait que la mère, ça la permet aussi de faire le bilan sur elle pour voir si tout s'est bien passé et puis qu'elle reparte bien en fait dans... Donc c'est pour ça. En sein de l'élevage, c'est de plus en plus pour justement ce genre de choses. Et moi je le fais, mais plein d'autres ostéos aussi le font. Et il y en a de plus en plus. Et chez les chats aussi, ça existe. Il y en a de plus en plus. On a beaucoup moins de chatteries, mais ça existe aussi. dans des grandes races de chats, Maine Coon ou ce genre de choses, eux aussi, ils ont leur... c'est bien, tu anticipes encore mon autre question. Non mais c'est bien. C'est-à-dire que tu travailles sur d'autres animaux. Oui. Donc hormis les chats, sur quoi toi tu travailles? Après tu es dans un secteur de campagne, donc c'est évident que tu vas pas avoir peut-être les mêmes clientèles que dans d'autres. Exactement, déjà effectivement entre un ostéo de ville et un ostéo de campagne, on n'a pas du tout le même panel de clientèle. Moi je travaille sinon beaucoup en bovin,
donc tout ce qui va être élevage de vaches, et les chevaux, parce que ça reste quand même l'espèce chez laquelle l'ostéo animalier a été au départ développé. Mais du coup, voilà, de plus en plus sur le bovin, effectivement, pour justement apporter... Alors le chien, c'est encore en développement, c'est-à-dire que ça s'apprend de plus en plus. Toutes les écoles forment sur le chien aujourd'hui. Tous les ostéopathes font du chien quasi. Et les gens, voilà, ça se propage, mais il y a encore un chemin à faire, c'est-à-dire que tout le monde ne connaît pas encore l'ostéopathie animale, donc ça se développe encore beaucoup sur le chien. Et sur le bovin, là, on est vraiment, par contre, au tout début. C'est-à-dire qu'il y a... quand moi, j'ai commencé, quand j'ai fait ma formation en 2016, il n'y avait qu'une seule école qui formait sur le bovin. D'accord. La mienne. Les autres, il n'y en avait aucune autre. Aujourd'hui, ils doivent être 3-4 peut-être. Sur combien Il y a aujourd'hui en France, j'ai pas le chiffre exact, mais une petite vingtaine. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a une petite vingtaine d'écoles d'ostéopathie animale. Donc là... Ah ouais, ça se développe. Ouais. Alors ça fait... Il y a quand même beaucoup d'écoles d'ostéopathie, même quand moi j'y étais. Après, du coup, ils ont chacune leur spécialité. Il y a une sélection aussi à faire dessus sur les écoles, parce que chacune n'a pas les mêmes... approches. Ouais, et même reconnaissance au niveau ministériel. C'est-à-dire que certaines écoles, celle de Rennes notamment, mais je sais qu'il y en a d'autres, elles ont une reconnaissance RNCP. Donc là, c'est par rapport au ministère du Travail. Ouais. Donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Alors, ne permet pas d'exercer, toujours pas, ça y est avec le vétérinaire, mais au moins on a une valorisation quand même dessus, ce qui permet aussi du coup derrière, si on a besoin de bifurquer ou n'importe, on a cette possibilité parce qu'on a une reconnaissance. Il y a des écoles du coup qui sont reconnues comme écoles supérieures, ce qui permet d'avoir du coup d'être étudiant. Du coup d'avoir l'équivalent niveau licence et tout ça pour justement s'il y a besoin de bifurquer ou n'importe, on a un équivalent. Cette formation qui est professionnelle elle quand même, si finalement ça convient pas parce que pour X ou Y raison ou même la vie finalement fait que ça change, au moins notre diplôme a une valeur. Ouais, je comprends. Donc ça c'est quand même important. Il y a le coût financier quand même des écoles qui est important, donc c'est pour ça que... Parce que c'est un cursus sur 3 ans, c'est ça ? 5 ans. 5 ans, ah oui d'accord, ok. C'est 5 ans. Ouais. Ah c'est 5 ans. C'est sur 3 ans. Non, alors il existe une formation qui est sur 3 ans, alors il n'y a que quelques écoles qui la proposent, mais elle impose que tu aies déjà un bac plus 2 minimum. Et généralement, c'est pour des reconversions professionnelles de personnes. Par exemple, toi qui es éducateur canin, comme tu es déjà dans le milieu animalier, tu pourrais le faire. Donc c'est pour ceux qui sont déjà, par exemple Marcel Ferrand, qui ont déjà normalement un bagage quand même conséquent. Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Parce que moi je sais que les 2 personnes, je crois, qui m'avaient dit ça, justement, étaient déjà soit dans le milieu équin, pour la première et je ne sais plus quel autre milieu. Puis oui, c'est ça, elles avaient fait leurs études en 3 ans, c'est pour ça que j'ai compris 5 ans. Mais du coup, par contre, il faut qu'elles aient quand même un bac plus 2, peu importe le diplôme, parce qu'en fait, pour passer l'examen vétérinaire à la finale, là, il faut avoir un bac 5 ans d'études supérieures. Parce que là, une arnaque, parce que finalement tu passes à un bac plus 5 et ça te donne droit qu'à une licence, c'est ça ? Oui. Donc tu t'assois sur 2 années d'études supérieures, c'est bien, c'est intéressant. Mais au moins il y a une reconnaissance, parce qu'il y a plein prépa veto par exemple, une prépa n'a pas d'équivalence. Donc bon. Ouais, c'est sûr. Ça reste une formation professionnelle, comme pour éducateur canin, ou dans plein de domaines animaliers. Aujourd'hui, c'est beaucoup de formations professionnelles dans le milieu, qui sont juste des formations payantes, privées, mais qui derrière n'ont pas d'équivalence. Donc là au moins on a une équivalence qui permet de rebondir un peu quand même par la suite, parce que du coup on est quand même, là aujourd'hui c'est post-bac donc pour les 5 ans, donc on se retrouve avec des étudiants qui ont 17-18 ans, qui se lancent là-dedans et en fait finalement leur vie ou même dans leur approche ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Bah ouais, mais qu'est-ce que je fais ? C'est donc au moins d'avoir une équivalence, ça permet d'éviter de repartir à zéro. Oui, c'est donc sûr, c'est quand même, je trouve personnellement important à prendre en compte, parce que le temps passe vite et financièrement ça reste en plus des gros coûts. Donc voilà, c'est pas anodin, on n'est pas juste sur un petit week-end, tranquille. Là on part sur des longues années d'études. Donc justement, tu parlais du fait que tu travaillais toi sur des ovins, donc tu vois les mentalités qui évoluent aussi un petit peu, parce que finalement les ovins c'est plus
l'approche paysanne. Et moi, on habite tous les deux à la campagne, mais moi c'est vrai que moi je vois les chiens des paysans, ils sont encore attachés au fond du hangar 15 heures par jour. Et c'est vrai que je me dis, c'est bien finalement qu'il y ait déjà une évolution vis-à-vis de leurs vaches, quoi. Ouais. Alors c'est vrai qu'ils ont plus une évolution sur leurs animaux d'élevage, donc vaches, chèvres, moutons. Tu vas leur apporter des sous finalement, si tu peux se comprendre. Que sur le chien. Chien de travail, c'est vrai que, ou alors c'est vraiment grosse boiterie, c'est voilà. Mais comme j'ai envie de dire, beaucoup de gens encore au quotidien, même en particulier, hein, moi j'ai encore beaucoup d'appels où c'est mon chien il boite, voilà. Donc, mais effectivement sur le bovin, donc principalement aujourd'hui, ça reste du curatif parce qu'en fait on ne leur a pas appris aussi. Bien sûr. Déjà on leur a pas appris c'est quoi l'ostéo, à quoi ça sert, pourquoi on doit faire appel à l'ostéo, qu'est-ce qu'il peut faire. Le bien-être animal de manière générale. c'est vrai que... mais voilà, c'est-à-dire qu'on leur a pas dit mais en fait pourquoi je devrais faire appel à l'ostéo pour cette vache. Enfin, qu'est-ce que l'ostéopathe peut faire. Donc on sait que pour une boiterie, un ostéo, ok, ça on a entendu parler. Parce qu'on pense que l'ostéo fait que de l'ostéo-articulaire, c'est-à-dire il va faire que des manipulations articulaires. Et en fait pas du tout. On peut faire plein de choses, et notamment bovin. Et donc justement j'essaye de... Donc là c'est de la communication, c'est de l'information auprès des éleveurs, pour justement leur donner des outils et leur apprendre, voilà, comment observer une vache, à quel moment repérer que ça commence à cafouiller. Toujours partir, ça reste une entreprise, donc il y a toujours la notion d'argent finalement avec eux, ça c'est obligatoire pour une entreprise, bon voilà, ça reste... Peut-être comment adapter l'environnement pour éviter les futures blessures. Ouais, et en fait c'est toujours leur parler d'investissement. C'est-à-dire que, ok, vous investissez aujourd'hui, mais pourquoi ? Pour justement que plus tard, finalement, votre vache soit en meilleure santé, donc ça veut dire qu'elle produise mieux, qu'elle vieillisse mieux, qu'il y ait moins de problèmes de reproduction, qu'il y ait moins de problèmes de pied, qu'il y ait normalement moins d'accidents, donc moins de mortalité, moins de frais vétérinaires. Bref, plein de choses qui font que du coup, derrière, c'est un bénéfice pour lui. Aujourd'hui, en fait, les éleveurs sont dans un cercle là un peu bloqué avec où ils cherchent un peu de solutions, mais justement le but c'est de leur apporter ces solutions là. Parce que, donc déjà une boiterie sur une vache, il faut savoir qu'en moyenne, donc ça c'est au niveau des experts, c'est eux qui ont entraîné ça, l'INRA et l'INSEE, qui ont calculé, ils estiment qu'a priori une boiterie chez une vache fait perdre en moyenne 200 € à l'éleveur. Ah ouais, d'accord. Une simple boiterie, donc ça peut venir un problème de pied, comme un problème plus haut. Donc c'est pas rien. Donc si on la prend le plus tôt possible, plus ce chiffre il va baisser, plus on le prend tardivement, plus là ça prend des frais très énormes, voire carrément la perte totale de l'animal si ça s'aggrave. Donc ça c'est un chiffre quand même important, 200 €, c'est pas rien. Il faut savoir aussi qu'une vache, en production laitière je parle, devient rentable à partir de sa 2e, 3e lactation. Donc ça veut dire qu'avant ça, elle fait perdre de l'argent à l'éleveur. Parce que y a tout le moment de sa croissance, où là il faut la nourrir, il faut la loger, il faut prendre soin d'elle, les débuts de lactation, donc en fait elle commence à se rembourser qu'à partir de la 2e lactation. Sauf que la moyenne nationale dit que l'âge moyenne de réforme aujourd'hui en France, donc réforme c'est abattoir, c'est 2,3 lactations. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'au final... la vache n'est quasiment jamais rentable pour un... Voilà, en fait il tourne dans le vide. Parce que on a les systèmes ont fait que du coup il y avait des problématiques. On a sélectionné des animaux un peu comme chez le chien, où on a fait de l'hyper-sélectivité. Là chez la vache, c'est l'hyper-productivité, notamment en lait ou ce genre de choses. Donc ça entraîne des conséquences sur le corps. Donc elles ont des problématiques que n'avaient pas les anciennes races dans le temps. Donc elles sont plus fragiles, sont plus ce genre de choses. Les accidents parce que plus sur le béton que dans les grandes pâtures comme dans le temps, où il y a beaucoup plus grands troupeaux, même si en France on reste quand même très minime par rapport à d'autres pays. Donc tout ça fait que l'âge a diminué, les problèmes de fertilité, ce genre de choses. Et donc du coup ils se retrouvent à tourner dans le vide. Donc du coup, justement, moi, en ostéopathie, donc je fais du préventif chez certains éleveurs, du suivi de troupeau carrément, où en fait, l'objectif c'est de voir toutes les vaches une fois par an, pour justement essayer d'améliorer ces genres de choses. Donc selon les problématiques de chacun, parce que chaque système a ses atouts et ses inconvénients, de quel est votre problème, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement
arrêter ces problèmes-là, enfin en tout cas les diminuer, pour que justement vos vaches puissent vivre le plus longtemps possible et en bon état. Et donc voilà, là moi c'est mon côté aussi, parce que bon, je suis ostéopathe animalier, mais avant ça j'ai fait un BTS production animale. Donc j'ai un outil supplémentaire qui me permet d'avoir une vision globale, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé là-dedans, donc je connais l'alimentation, je connais les différents systèmes, voilà, donc du coup j'ai on va dire une vision très globale qui me permet d'avoir une vision que je peux apporter à l'éleveur sur les différents points. Et après, du coup, on réfère, c'est-à-dire que je travaille avec d'autres professionnels, comme dans le milieu canin aussi, mais pour justement dire, bon voilà, pour votre problème, il faudrait voir avec tel professionnel, etc., pour justement travailler en collaboration, pour justement améliorer tout ça. Ok. Donc justement, les agriculteurs ou les paysans, je peux appeler à toi, c'est plus des jeunes ou tu as aussi des anciens ? Sur le fait que les mentalités évoluent, est-ce que tu vois que ça impacte plus nos générations ou les générations c'est plus nos générations, effectivement. Les anciens, ça va être plus encore du curatif, mais même encore beaucoup de jeunes aujourd'hui, où c'est ma vache boite. Et donc du coup, je vais appeler parce que ma vache boite, parce qu'on a un vrai problème. Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus les jeunes qui aujourd'hui, c'est un investissement sur le long terme. Donc une personne qui est en fin de carrière, si en plus il n'y a pas de repreneur, ce qui est un gros problème aujourd'hui dans le milieu agricole, c'est que beaucoup malheureusement arrêtent parce qu'il n'y a pas de repreneur, il n'y a pas de suite, voire même il y en a certains, même jeunes, ils arrêtent le lait. Tout simplement, ils arrêtent la production parce que c'est trop... l'industrie laitière, c'est le monde du dire. C'est ça, donc parce qu'il y a trop de contraintes, il y a trop de problématiques, c'est pas reconnu, et au niveau argent, enfin bref, il y a plein de choses qui fait que du coup, aujourd'hui, le milieu agricole est quand même en grosse crise. Donc, cette clientèle-là qui est un peu plus âgée, qui est en fin de carrière, pour l'investissement sur long terme, c'est fini pour eux. Donc eux, ils vont, bien être petit à petit de leur vache. Oui, elle a un problème, ok, oui, je vais la soigner, mais sinon après, voilà, on n'est plus sur l'investissement sur long terme. Alors qu'un jeune, lui, voilà, normalement, quand il s'installe, surtout au départ, lui, il pense au long terme. Et de plus en plus, on a quand même cette notion de bien-être. Moi, je travaille aussi avec des pédicures bovins, donc c'est ceux qui soignent les pieds des vaches. J'ai de plus en plus d'éleveurs qui font du préventif en pédicure, c'est-à-dire que tous les mois, tous les 2 mois, peu importe, ils font venir le pareur juste pour entretenir les pieds, soigner s'il y a des bobos. Et donc mais ça fait pas non plus 10 ans que ça existe. Donc voilà, comme pédicure bovin, c'est plus vieux que l'ostéopathie. Là, ça y est, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font du préventif, mais l'ostéopathie, ça va faire pareil en fait, juste avec des années de... faut attendre, parce que ça se construit petit à petit, ça se fait petit à petit, et j'ai de plus en plus d'éleveurs qui... ça leur parle, ok. Parce que on n'a pas juste une notion... Bien-être, bien sûr qu'ils aiment leur bête, et bien sûr que bien-être, ils en veulent, mais après, derrière, ça reste une entreprise. Ouais, bien sûr. Donc là, c'est ce côté-là où parfois en ostéo, c'est un peu compliqué, et j'ai certains collègues, c'est pour ça qu'ils veulent pas faire de bovin, parce qu'il y a la notion d'argent. Ce qu'on peut avoir dans un centre équestre. Dans un centre équestre, il y a aussi une notion d'argent. Les centres équestres, c'est le même principe. On fait, certains centres équestres font du préventif, mais il y en a beaucoup que c'est que du curatif de dernière minute, parce que le cheval, il rapporte pas d'argent. C'est vrai que c'est une facette du milieu animalier qui est parfois un peu compliquée, surtout quand on aime les animaux, parce que il y a une barrière supplémentaire qui est l'argent et qui freine beaucoup. Voilà, le financier reste quand même un grand argument. Faut le prendre en compte, faut essayer de le contourner ou de le prendre pour justement le réinvestir, leur montrer à quoi ça peut... mais ils sont vraiment prêts à l'écoute, près de tout ça. Donc, non. Tu fais aussi des NAC ? Je crois que tu m'avais dit que c'était des ouais, ça m'arrive. Alors, plus rarement, c'est plus en ville, effectivement, que les gens font du NAC. En plus, moi, j'ai une phobie des rats et des souris, donc déjà, tout ce qui va être petit rongeur, je les renvoie. Il y a vraiment de l'ostéopathie sur les rats et les souris, parce que le squelette est tellement souple, finalement. Et vraiment tout petit, mais oui, c'est possible. Mais comme je te disais, on fait pas que de l'articulaire, osseux, c'est-à-dire qu'on va faire aussi musculaire, on va faire du digestif aussi. Et en fait, finalement, sur un chihuahua de 2 kg, je peux te dire que c'est tout petit aussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai des chihuahuas de moins de 2 kg, et tu y vas comme ça. Et oui, j'ai déjà fait des poules, des oies, lapins,
Tout à fait, c'est possible. En fait, tout ce qui a un squelette. Donc en réalité, on peut tout faire, même un serpent. Donc en fait, tout ce qui est... Il y a, à part les insectes et les poissons qu'on peut pas faire, sinon on peut faire de tout. Tant que ça a un squelette. Tu m'étonnes qu'il faut 5 ans d'études après. Voilà, les 5 ans d'études sont quand même nécessaires. Alors, on voit pas toutes les espèces, mais on voit les plus grosses, bien évidemment. Et après, on continue au quotidien. C'est vrai que quand on m'appelle pour une poule, je vais regarder je vais regarder un peu si je vais retrouver une planche d'anatomie, je vais regarder un peu comment c'est fait au niveau squelette et tout, même s'il y a des choses qui se rapprochent, hein, bien évidemment, pour justement savoir, je mets où mes mains. Et puis après, c'est les sensations des mains après qui parlent et on sait un peu, comment ça se passe, mais au moins repositionner un peu au niveau anatomique. Mais voilà, quand on m'appelle, du coup, on retourne un peu dans les cours chercher. Ça c'est bien, je vais rebondir sur l'expression que tu as utilisée là, pour extrapoler l'entretien. Là, tu as parlé de sensation des mains. Donc en fait, quand tu es ostéopathe, alors, après là j'avais bien compris le côté sensation des mains, après c'était plus toi ta pratique au niveau du toucher, voir où est-ce qu'il y avait des blocages et tout. Mais ça me permet donc d'extrapoler un petit peu sur la vision énergétique, parce que tu m'avais parlé une fois de biorésonance. C'est quelque chose que tu pratiques donc à titre privé ou que tu commences? Alors moi j'en fais pas du tout. Ok. Moi je fais pas du tout d'énergétique, je suis pas du tout formée là-dessus. Par contre je travaille avec d'autres qui le sont. Ah pardon, j'avais cru que c'était toi qui avais fait ça. Non. Ah d'accord, pardon. Non, parce que biorésonance ça demande un appareil qui coûte extrêmement cher. Et je n'ai pas, pour l'instant, je me concentre sur l'ostéopathie. Peut-être que je te dirais dans 15 ans, 20 ans, quand physiquement je serai moins... peut-être que je changerai un peu mon travail, peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, non, c'est des gens qui ont fait des petites formations. Alors je sais pas du tout comment se passe la formation ni le temps que ça prend, mais ça demande, c'est un appareil. Là, pour le coup, la biorésonance, c'est un appareil qui bosse. Généralement. Après, la personne interprète, mais... Parce que j'avais été, chez une énergéticienne à l'utiliser. Alors c'est des protocoles qui sont beaucoup utilisés en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Je retrouverai pas le nom. C'était vraiment une chaise où en fait tu t'asseyais et puis tu avais des arceaux de chaque côté et puis ça t'envoyait des ondes. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un peu de toute façon la biorésonance ça vient d'Allemagne. Oui, la machine elle est allemande et tout ça. C'est reconnu en Allemagne alors qu'en France ce n'est pas reconnu comme une médecine aujourd'hui. Oui, c'est comme l'Union Européenne qui va interdire la lavande, je crois. Ah bon D'accord. C'était des projets, je sais pas si ça passe, mais ou comme interdire l'hydroxychloroquine pour le Covid parce que ça rapporte pas suffisamment de sous, quoi. Mais voilà, mais il y a plein de médecines, de toute façon, même l'ostéopathie, on a l'ostéopathie mécanique, on va appeler ça, donc là c'est vraiment, on va regarder l'anatomie. Donc du coup c'est beaucoup plus scientifique, c'est-à-dire on a un squelette qui fait quel mouvement, le muscle qui fait tel mouvement, les cellules, comment ça fonctionne. Là on prend vraiment les données scientifiques anatomiques pour justement se dire voilà comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand ça... Voilà, on en est vraiment très scientifique. Et il y a des approches en ostéopathie qui sont plus énergétiques, qui se rapprocheraient plus du coup de la médecine chinoise, où là, ils vont plus parler de fluide, avec des points spécifiques. Donc moi, je suis pas formée là-dessus. Moi, mon école était plus mécanique. Après, on a certaines techniques qui, aujourd'hui, on essaye de les rapprocher au niveau anatomique, mais on a encore du mal. Il y a encore des zones de flou. Mais voilà, il y a des études qui se mettent en place aujourd'hui parce qu'avant en fait en ostéopathie il n'existait rien, en ostéopathie animale notamment, ça n'existait pas, il n'y a aucune étude scientifique, c'était vraiment les rebouteux. Alors à l'étranger un peu plus, notamment en Angleterre, ça commence vraiment et aujourd'hui il y a notamment l'école de Rennes qui ont mis en place un pôle scientifique pour justement faire des études pour voir quel est l'impact de l'ostéopathie sur telle ou telle chose, pour essayer d'apporter une donnée scientifique supplémentaire pour montrer que l'ostéopathie ça a quand même ça a des effets. Pour essayer de préciser un peu plus, parce que le problème de l'ostéopathie c'est que aucun examen, même imagerie médicale, ne permet de visualiser un problème ostéopathie. Donc c'est à dire quand on dit que tu as le dos bloqué, ou ça, on a beau de faire une radio, on a beau de faire une échographie, on a beau de faire, on ne verra pas. Ça ne se voit pas. Si ça se voit, c'est que là on est passé le stade, on n'est plus dans le stade ostéopathique, c'est que là on est parti sur des choses vétérinaires, c'est-à-dire luxation, donc là qui ne sont plus pour l'ostéo, c'est vraiment vétérinaire. Si ça se voit, c'est que c'est plus pour l'ostéo. Justement, je sais que chez les humains, je crois que c'est Jacques Martel dans les années 80 qui avait écrit le grand dictionnaire des maux et des maladies,
Ou comme tu disais, en fait, je sais pas si tu ressasses, que tu as des soucis d'argent ou tu risques de développer des problèmes de dos, enfin de problèmes de cou, pardon, et les épaules. Est-ce que justement cette approche un peu énergétique, après c'est un mot un peu fourre-tout, émotionnel peut-être? Ouais, voilà. Tu la retrouves aussi chez les chiens ou d'autres animaux, mais genre je sais pas, d'un chien qui va avoir mal au dos ou mal aux épaules, est-ce que tu peux retrouver justement ce genre de choses? Ouais, bien sûr. Sur les chevaux aussi pas mal. Tous ceux chiens et chevaux principalement, parce qu'ils sont très connectés à leurs humains généralement. Chat aussi pourtant. Ça dépend des chats. Oui. Chats dans ma campagne, moi c'est souvent des chats plus ou moins sauvages ou qui vivent... Donc moins. Oui. Mais après oui, il y en a aussi. Puis le chat est beaucoup plus indépendant que le chien qui est très... le cheval, en plus surtout s'il est monté, on a en plus le couple cavalier-monture. Ouais, ça se voit énormément, notamment même au niveau des organes. C'est-à-dire que... Alors on n'a pas de données scientifiques, ça encore, c'est vraiment du... Mais que tout ce qui est émotion de colère et tout ça, on va plus le retrouver sur le foie. Tout ce qui va être stress, angoisse et tout ça, ça va être tout pulmonaire, le diaphragme. L'estomac, ça va être le stress, des ulcères. Ça se fait sur les humains, mais sur les chevaux, sur les chiens aussi. Et après, ça va être des contractures musculaires. Parce qu'en fait, quand on est stressé ou angoissé, on s'en rend pas compte forcément, nous-mêmes, parce que sinon, il faudrait faire un arrêt image sur nous et vraiment se concentrer sur ce qui n'est pas forcément évident, c'est un exercice assez dur, mais qui est très intéressant à faire, c'est de se dire, comment je me positionne et tout, parce que finalement, quand on est contracté ou autre, quand on est stressé, finalement, notre posture n'est pas la même, et en fait, on accumule beaucoup, on se contracte énormément. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça qu'on, généralement, quand on est très stressé, que quelqu'un vient nous masser derrière, on nous dit « Oh, t'es tout contracté là, il faut te détendre, il faut te relâcher ». Mais en fait, c'est parce que c'est généralement émotionnel, effectivement. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer, d'angoisse, de pression, la notion de pression, qui fait que les épaules prennent énormément. Et chez les chiens, c'est la même chose aussi. Les chiens, les chevaux, qui sont très stressés, déjà généralement, quand on est très stressé, tendu, on serre la mâchoire. Donc déjà, ça va contracter tout ce qui est au niveau de la nuque. Encore plus chez les animaux, parce que nous, on est un bipède, on est debout. On n'a pas du coup les mêmes... Oui. Le chien et le cheval, ils ont la tête à l'horizontale et du coup, nous, notre tête, entre guillemets, on a l'impression que, elle est stabilisée comme ça. Le chien et le cheval, ils ont un poids énorme. Oui, c'est vrai. En plus, avec une longue encolure plus ou moins longue, surtout chez les chevaux. Les chiens, ça dépend des races. Où, du coup, en fait, déjà, il y a une énorme tension au niveau nucal pour justement maintenir, pour éviter que la tête tombe au sol, quoi. Oui, c'est vrai. Au quotidien. Donc déjà, on n'a pas la même... position par rapport à nous, à l'être humain. Donc on a déjà cette tension-là qui est naturelle, totalement. Mais si en plus on rajoute des contractures, c'est-à-dire des mâchoires tout le temps contractées au niveau de la nuque, ça met des tensions-là. On a un grand muscle chez le chien et le cheval qui s'appelle le brachiocéphalique, donc qu'on n'a pas chez l'homme, enfin ou en plus petit en tout cas, qui se rattache au niveau de la nuque et qui va jusqu'à l'épaule. Donc si au niveau de la nuque c'est contracté, lui aussi du coup, au fur et à mesure du temps, c'est toujours pareil, c'est que ça s'installe dans le temps, ça met des semaines, des mois, des années, et on se retrouve avec des épaules figées, avec toute une encolure toute figée, parce que en fait finalement à la base ça part sur de l'émotionnel. Donc il y a vraiment pas mal de choses en lien. On arrive toujours à faire des liens plus ou moins anatomiques, mais même s'il y a encore des zones de flou, mais il y a des choses qui sont anatomiques pures, vraiment, ouais. Donc ça, c'est des sujets qui sont un peu abordés ou alors au moins esquissés en école, ou là après c'est plus sur le terrain ou c'est plus sur le terrain, certaines écoles beaucoup plus que d'autres. C'est vrai que l'école que j'ai faite, moi, elles sont moins sensibles à ce genre de choses. Après, d'autres écoles le sont encore beaucoup plus, mais c'est plus sur le terrain et puis même dans les ressentis et tout ça. Et parce que forcément, l'animalier, c'est basé aussi sur l'humain à l'origine, quand même. Ce qui se passe sur l'humain existe sur l'animal, en fait, parce que il vit avec nous, et puis ça reste un organisme comme nous, on reste un corps avec des muscles, avec ce genre de choses. Donc pourquoi ça existe chez nous et pas chez eux? Oui, tout à fait. Alors qu'on est fait de la même manière. Alors de la même manière, oui, pas de la même position, mais en réalité, on a les mêmes cellules, on a les mêmes choses. Ah, bien sûr. Donc, déjà qu'au niveau, rien qu'au niveau de la cognition, on sait que les voies de l'apprentissage sont les mêmes, et que, depuis, ce qu'on appelle les neurosciences chez le chien, c'est, je crois, grosso modo les années 2012-2015, et on sait que, depuis que les scientifiques
ont pu exposer des chiens à des IRM sans anesthésie. On voit c'est les mêmes zones du cerveau qui vont se développer pour tout ce qui va être joie, colère et tout. Donc c'est sûr qu'après la corrélation avec, ou en tout cas l'impact sur le corps peut être la même. Parce que je vois sur l'humain entre les kinésithérapeutes, les micro-kinés, les kinésiologues, c'est pareil, c'est des spécialités qui sont différentes et qui pourtant nous permettent de prendre conscience que le corps, garde en mémoire énormément de choses. Ouais. Là, le mémoire du corps, c'est énorme. Chez les animaux, encore plus. Parce qu'ils ont vraiment cette sensibilité-là. Ils écoutent beaucoup plus leur corps que nous. Oui, c'est vrai. Ils ont un mental beaucoup moins présent aussi. Voilà, et puis eux, ils ont quand même le côté instinct de survie qui est quand même encore beaucoup plus ancré en eux, surtout chez les chevaux et tout ça, parce que là, en plus, eux, c'est des proies à l'origine. Donc du coup, tout ce qui est un danger pour leur vie, douleur, n'importe, c'est un danger. Et du coup, ils enregistrent beaucoup plus. Ça leur marque beaucoup plus, c'est pour ça que même toi, je suppose que tu l'as vu aussi en éducation et tout, des chiens qui ont été traumatisés même parfois une seule fois dans leur vie, ça les a marqués, ils enregistrent très rapidement, et leur corps pareil, et en fait ils enregistrent parfois, on me dit, c'est dingue, le chien il réagit toujours pareil, je n'ai plus rien sous les mains, mais en fait c'est resté psychique, c'est-à-dire le chien a enregistré qu'il a déjà eu mal, et du coup il ne veut plus faire, parce que pour pas souffrir, ce qui est pas con. Enfin, il y a que l'être humain pour faire des choses pour se faire mal. Non, c'est vrai. Les animaux, c'est pas. Nous, on va aller chez kiné, on va se dire faut que tu étires, faut que tu fasses tel mouvement, ça fait mal, oui, mais t'inquiète, ça va aller mieux après. Les animaux, ils ne comprennent absolument pas ça. Donc, si faut réussir à les tromper un petit peu en faisant des exercices particuliers ou autres pour que, en fait, qui fassent le mouvement sans s'en rendre compte et que petit à petit en fait le cerveau enregistre. D'accord, je comprends. Ça, c'est intéressant. Parce que du coup, eux, on a beau leur dire fais ça, ils le feront pas. S'ils ont eu mal un jour, ils vont arrêter de faire ce mouvement parce qu'ils se disent j'ai pas besoin de ce mouvement pour vivre. C'est-à-dire ok, je suis boiteux, ok, je suis peut-être pas parfait, mais dans mon quotidien, j'arrive à vivre. J'arrive toujours à manger, j'arrive toujours à boire. Surtout en vivant avec l'être humain, c'est vrai que quand même l'instinct de survie est présent, mais on est quand même protégé. Donc tant que j'arrive à vivre, c'est l'instinct de survie propre. C'est-à-dire j'arrive à vivre, je me débrouille comme ça fonctionne, j'y vais. Même si au final j'empire la situation parce que c'est pas bien, il faudrait que je fasse ce mouvement-là. Eux, les animaux, le mécanisme-là, ils ne le connaissent pas. Oui, non, c'est vrai qu'après et puis après comme ils vivent plus dans le moment présent, c'est vrai qu'ils vont difficilement ou alors même ne pas se projeter du tout. Quoi. Oui. Se dire là, si je marche sur 3 pattes et que je mets ma patte de travers parce que l'autre me fait mal, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que lui il va se dire à l'instant T ça me permet de me mouvoir dans l'environnement, mais il sait pas que dans 3 ans ou dans 5 ans ça va lui flinguer le dos et tout. Quoi. Exactement, voilà, il y a vraiment pas c'est vraiment propre à l'humain, donc c'est pour ça parfois c'est ce que j'essaye de dire aux personnes, c'est que c'est exactement l'exemple que je donne, c'est que vous chez le kiné vous allez faire le mouvement, mais lui le chien il va pas le faire de lui-même. Donc du coup c'est pour ça qu'on essaye de trouver des petits exercices, pour tricher un peu, pour que justement inconsciemment le chien il le fasse petit à petit, le chien, le cheval, peu importe. Et en fait sans s'en rendre compte il va le faire de plus en plus, le mouvement va revenir et en fait comme ça va revenir petit à petit mais vraiment progressivement sans douleur, le cerveau lui aussi va enregistrer inconsciemment et du coup le mouvement va revenir de lui-même. Mais ça se prend généralement du temps, ça arrive parfois que vraiment ça passe de A à Z, d'un seul coup il refait le mouvement sans souci, mais il y a des chiens plus ou moins sensibles aussi, comme nous on a une sensibilité plus ou moins différente, qui ont besoin de temps parce que psychiquement ils sont pas prêts, ils ont trop peur, puis s'ils ont vraiment très très mal, ça enregistre, clairement, ils gardent ça en mémoire très longtemps. Ok. Ah ça c'est intéressant quoi. Je savais pas, alors après même si c'est logique que aussi dans l'un des axes de travail que tu peux avoir toi, après c'est d'amener les gens à faire insidieusement à leur animal le truc. C'est vrai qu'en y pensant ça. C'est intéressant finalement ça aussi. On est obligé de tricher parce que on peut faire l'exercice nous-mêmes, c'est-à-dire parfois je demande aux gens faites cet étirement là pour faire le mouvement. Mais en fait il n'y a pas eu la connexion du cerveau au muscle ou à l'articulation. Le trajet neurologique ne s'est pas fait. Donc du coup le chien lui ne l'a pas enregistré. Oui il est capable de faire le mouvement parce qu'on le fait faire, mais au final il se laisse faire totalement. C'est l'humain qui le. Ce qui est important c'est que le chien le fasse, mais du coup que son chemin neurologique se fasse. Ouais, tout à fait. Et pour ça, faut que ça soit à lui de le faire.
Donc des exercices, donc ça peut être des cercles, ça peut être des slaloms, ça peut être de tricher en mettant une petite marche ou une petite branche au sol pour qu'il lève la patte et qu'il arrête de la laisser traîner. Ça peut être dans l'environnement extérieur. On essaye de trouver des petites choses qui sont pas aussi trop contraignantes pour la personne, parce que on n'a pas forcément l'équipement, ni le temps, ni l'argent pour. Donc on essaye de trouver des choses simples, faciles à mettre en place pour que justement la personne la mette en place. Et après, dans les cas vraiment extrêmes où ça demande vraiment de la rééducation, là on va pousser un peu plus. Alors normalement, l'ostéopathe ne fait pas de la rééducation, c'est comme en humaine, normalement c'est un kiné. Le kiné, normalement, c'est vétérinaire. Sauf que du coup, ça dépend des secteurs, mais on n'est pas dans un secteur où il y a des vétérinaires qui font beaucoup de rééducation, dans l'eau et tout ça. Malheureusement, on est assez pauvre là-dessus, il faut plus se déplacer. Donc en ostéopathie, on en fait parfois un peu. Mais ça sort de notre cadre normalement. Donc on va plus donner des petits outils ou dans les cas les plus importants, s'il y a vraiment eu grosse opération, des gros chires, là c'est à voir aussi avec le vétérinaire, ou alors on travaille avec le vétérinaire pour justement mettre en place un protocole de rééducation, quoi. Okay. Mais on sort un peu de notre cadre d'intervention normalement. D'accord, ok. Donc là, attends, la biorésonance, alors pour revenir sur ça, tu en as fait quand même sur Rwanda, mais c'est pas toi qui l'as fait alors? Non, c'est pas moi, c'est une praticienne de biorésonance qui j'ai fait intervenir. Je travaille avec d'autres praticiens dans le secteur. Et ça s'était traduit comment alors concrètement? T'avais fait quoi si tu veux en parler, si tu peux en parler. Ouais, pas de soucis. Si ça va, vas-y donc. Du coup, si t'as déjà vu, toi, il me semble... Sur l'humain. Sur l'humain. En fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que là, elle a posé une couverture qui s'attache autour du chien. Comme ça, le chien est englobé dans cette couverture. Donc, c'est via cette couverture que, du coup, les ondes vont se propager dans le corps. Et pareil, donc c'est une machine, toujours pareil, qui envoie des ondes. Donc, pourquoi les ondes? C'est parce qu'en fait, au niveau cellulaire, tout notre corps communique par des ondes. Tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, selon... Voilà, alors là par contre j'y connais pas, mais selon la fréquence, ça touche tel organe, telle cellule, telle molécule, enfin voilà. Et du coup, ils font le bilan, elle a fait le bilan complet de Rwena, elle a tout regardé, tout testé. Et elle a vu qu'il y avait plein de problèmes. Oh oui. Notamment émotionnel, hormonal, qui ressort principalement, c'est-à-dire que physiquement, elle n'a pas de problème articulaire, organe, anatomique pur. C'est plus par contre niveau comportement, anxiété, angoisse, hormonale, où là elle a des taux d'hormones, notamment de stress élevés. Ce genre de choses qui ont des conséquences après du coup au niveau de son comportement, au niveau d'autres choses, et qui sont là à régulariser. Donc là, après, elle m'a proposé un protocole pendant 2 mois, à base de plantes notamment, parce qu'ils travaillent, généralement ceux qui font de la biorésonance sont naturaux aussi. Et voilà, pour essayer de voir si au niveau des plantes on arrive un peu à baisser son seuil d'anxiété et de stress, pour un peu régulariser un peu dans son corps. Et elle m'a fortement recommandé de faire la kinésiologie avec elle, aller voir une kinésiologue, parce que dans elle, son bilan, ce qui était ressorti, c'est qu'a priori ça viendrait de quelque chose passé, de naissance ou autre, mais qui est ancré dans son corps et qu'elle n'arrive pas à passer outre. Donc là, on est plus vraiment effectivement énergétique, émotionnel, anatomiquement parlant, pour quelqu'un de très scientifique. Le ressenti pas du tout. Donc ça, il y a des gens qui y croient pas, ça je le comprends. Comme les esthéticiens qui croient en rien. Voilà. C'est dommage, ça ferme des portes. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai déjà été voir une kinésiologue pour moi. Je sais ce que ça fait. Donc, je suis assez curieuse de voir sur l'animal, parce que c'est vrai que c'est intéressant, parce que l'animal ne parle pas. C'est une autre... Mais du coup, voilà. Donc, ça va être en cours. On va faire une séance, c'est exactement pour voir. Parce que le but, c'est de... C'est vrai qu'à la base, c'était... moi, pourquoi j'ai fait appel à la biorésonance, et même j'ai déjà fait des séances de shiatsu aussi sur Rwena, c'est à la base pour un problème de comportement. Donc on part de quelque chose de comportemental, effectivement, qui ressort. Bon, en ostéo, voilà, c'est une chaîne qui va bien, elle a des petits problèmes, mais problèmes du quotidien, on va dire, rien de grave et tout ça. Mais voilà, et on tourne toujours en boucle avec les éducateurs ou comportementalistes que j'ai pu voir, parce que j'en ai vu plusieurs. Et voilà, ça ne résout jamais réellement le problème, elle reste très sensible, c'est une chaîne qui est très émotive dans tout, dans la joie, dans la peur, dans tout.
C'est tout ou rien, généralement. C'est la Marseillaise, comme je l'appelle. C'est l'exagération dans tout. Et donc, du coup, voilà, j'ai cherché d'autres pistes. Et a priori, c'est ressorti quand même avec plusieurs professionnels avec qui j'ai pu en discuter, où il y a quand même une notion d'hormones qui influe ses émotions. Donc, il y a vraiment une piste à jouer là-dessus. Donc, déjà, j'ai commencé par la stériliser pour déjà, du coup, arrêter les hormones ovariennes et tout ça, qui sont quand même une phase qui peut être compliquée chez certaines chiennes. Elle, c'était le cas avec des grossesses nerveuses, comme j'ai pu t'en parler, tout ça, qui durait en plus dans le temps, parce que même 2 mois après les chaleurs, elle avait encore des pertes de lait. Voilà, des comportements en plus avec les autres femelles, des mâles qui venaient tout le temps l'assaillir non-stop, même des mâles castrés, même en dehors de ces chaleurs, donc c'est lourd aussi pour elle, enfin c'est pas... parce que du coup, en plus, ça reste un peu de harcèlement pour elle, donc du coup, c'est énervant, du coup elle va s'en prendre aux autres chiens, ça va l'énerver, puis du coup, voir un autre chien qui tout le temps lui grimpe dessus, du coup je veux plus voir d'autres chiens, enfin, c'est ce que je comprends aussi. Et donc du coup voilà, j'ai cherché d'autres pistes parce que justement les pistes classiques ne fonctionnaient pas ou n'étaient pas suffisantes, et du coup c'est pour ça que je suis partie dans l'énergétique émotionnelle pour chercher s'il n'y avait pas une autre origine ou d'autres causes qui pouvaient aider, en tout cas en combinaison du classique comportementaliste, éducateur et tout ça, voir est-ce qu'on pouvait combiner quelque chose pour l'aider, quoi. C'est toujours le même principe, c'est travailler en collaboration pour aider l'animal, quoi. De toute façon, même de manière générale, moi le CEL, c'est des choses que je recommande aussi. Alors quand les clients sont ouverts et qu'ils m'en parlent, mais c'est vrai que j'oriente assez facilement sur l'ostéopathie déjà, rien qu'au niveau corporel, mais même kinésiologie, communication animale, c'est des choses moi aussi j'essaye, selon les cas bien évidemment, puis selon effectivement la personne en face, parce que on n'a pas, on pense pas tous, on croit pas tous aux mêmes choses, on n'en est pas au même stade effectivement aussi dans la connaissance des choses, donc faut y aller petit à petit, parce que le but, c'est si on braque la personne, ça sert à rien, on n'arrivera à rien. Mais des personnes effectivement qui sont ouvertes ou qui sont prêtes à apprendre ou d'essayer des choses, moi, selon les cas, effectivement, il y a des cas où je suis là, ok, l'ostéo va lui faire du bien, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Il y a autre chose sous-jacent qui sort de l'anatomie pure, parce que le corps est tellement complexe qu'aujourd'hui, même si on a plein de connaissances scientifiques, on apprend toujours plein de choses au quotidien, on est encore limité, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à expliquer et tout. Et donc effectivement l'énergétique ça reste une broche intéressante. Après il faut faire attention aux professionnels à qui on fait appel, bien sûr, parce que malheureusement du coup, comme c'est moins cadré, il y a aussi de tout et n'importe quoi. Puis il y a des phénomènes de mode aussi maintenant, quoi. En plus, voilà, exactement. Donc du coup c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et moi du coup, mes clients, ça les sécurise aussi un peu de dire que je leur parle de ça, mais derrière je vais leur conseiller quelqu'un. Parce que du coup je connais cette personne, je sais ce qu'elle vaut. Et elle est proche d'ici d'ailleurs, la nana qui fait de la biorésonance ou... Biorésonance, ouais, enfin elle se déplace dans toute la Bretagne, mais elle est à Moron. À Moron, c'est nord de Pleuhermel. Ah, faudrait que je fasse un entretien avec elle. Je pense que ça pourrait être intéressant. Enfin voilà, elle s'appelle Ulrich. Après, elle a d'autres collègues aussi, mais c'est elle qui était dans le secteur depuis au tout début, parce que c'est vrai que biorésonance, c'est vraiment quelque chose d'assez récent en France. Déjà, je sais que sur les humains, moi je n'avais connu qu'une seule personne qui faisait ça. Mais alors, c'est vrai que sur les chiens, après j'avais pas forcément creusé, mais... Ouais, elle fait sur les animaux, elle fait plus sur l'humain, ou alors elle fait juste genre, si par exemple t'as une problème, elle veut plus faire de bilan en fait. C'est genre par exemple, tu sais que t'as tel problème, tu veux régler tel problème, donc ouais, elle va te le faire, mais sinon elle est plus partie sur l'animalier. Ce que je comprends, moi on me demande souvent, est-ce que tu fais l'ostéopathie sur les humains? Ouais, puis pour le coup, c'est pas du tout les mêmes formations. C'est pas la même formation. Concrètement, les squelettes sont plus ou moins les mêmes, pourrais, mais j'en ai pas envie. Déjà parce que... T'as du mal avec l'humain? Voilà, c'est-à-dire quand on se tourne vers les animaux, généralement on a un petit peu de mal avec les l'humain, ça se plaint trop. Puis c'est vrai que clairement, il y a certaines personnes, je voudrais pas mettre mes mains dessus. Ouais. Voilà, il y a la notion. Alors que les animaux, ça me dérange absolument pas qu'ils soient sales. Un humain, j'ai plus de difficultés, mais après voilà. Et puis parce que c'est pas ma spécialité, j'ai pas été formée dessus. C'est-à-dire que des petits bobos dans ma famille, tout ça, ils me font j'ai super mal à l'épaule, est-ce que tu peux. Bon, mes parents, je vais lui dire par contre,
tu vas voir l'ostéo après pour faire un bilan complet. Parce que là, je t'ai juste fait de la bobologie. Enfin, c'est-à-dire, c'est du symptomatique, on appelle ça. C'est-à-dire que t'as mal là, ok, je vais juste regarder ici et je vais un peu te relâcher, mais ça se trouve, le problème vient d'ailleurs. C'est-à-dire, t'as mal à l'épaule, mais ça se trouve, c'est juste parce que t'as des cervicales bloquées à max et que tu compenses sur l'épaule. Donc en fait, oui, je vais te faire du symptomatique, je vais te régler ce problème-là, mais ça va revenir parce que finalement, en fait, c'est cervical. Donc de toute façon, il faut faire un bilan complet. L'ostéopathie, c'est pour ça que c'était hyper intéressant pour moi aussi, c'est que du coup, je fais pas de symptomatique. C'est-à-dire, c'est ok, on m'appelle pour une boiterie, mais en fait, le problème, peut-être que ça vient d'autre chose. Peut-être qu'il y a plus important. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'on regarde les symptômes, effectivement, bon, on a ça, ok. Puis après, du coup, on fait un bilan complet. Et en fait, on fait un chemin jusqu'à essayer de trouver l'origine. Donc, après, ça reste des hypothèses, hein, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, moi, j'ai l'hypothèse, c'est que le problème vient de ça. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ah mince. Ça veut dire qu'on s'est peut-être trompé dans notre chemin. Donc, soit on a besoin de refaire un autre bilan, soit on envoie chez un autre professionnel parce que finalement, en fait, c'est peut-être un problème qui n'est pas d'ordre ostéo. Et pour justement, en fait, l'objectif, c'est de trouver l'origine, de l'arrêter, pour qu'en fait, derrière, bah, ça ne revienne plus. Après, par moment, si l'origine sera toujours présente, parce que c'est une origine anatomique, c'est-à-dire, bah, il y a eu une fracture, il y a eu une déformation, ou il y a eu quelque chose qui fait que là, malheureusement... Malformation de naissance. Voilà, et là, on peut rien faire, c'est-à-dire qu'elle est présente, donc il faut faire avec. Donc on fait avec, oui forcément du coup ça entretient, donc c'est pour ça que des bilans récurrents font que ça permet d'éviter de casser la boucle pour éviter que ça sale trop et que ça ne devienne trop important. Okay. Mais l'ostéopathie c'est ça la grosse différence, c'est qu'on fait pas de symptomatique. Normalement on fait vraiment un bilan complet où on va chercher l'origine du... Donc même intellectuellement du coup c'est hyper intéressant, bien sûr. Du coup ça fait réfléchir, il y a des cas par moment où on est là, mon Dieu, je comprends rien. Pourquoi? C'est comme avec en éducation canine aussi, c'est ça quoi. Ouais. C'est ça qui est aussi intéressant. Oui, bah oui, et puis c'est effectivement un chien qui aboie, oui, mais pourquoi il aboie? Enfin, ça peut venir tellement de choses. Juste par curiosité, ton accompagnement en plante, en biorésonance, c'est en quoi? C'est en fleur de bac? C'est en pharmacognosie? Alors là, c'est pas fleur de bac. Elle a fait le test pour les fleurs de bac, mais c'est pas fleur de bac a priori Rwena avait besoin. Donc là, c'est une préparation EPS qu'ils appellent ça. D'accord. Donc c'est un liquide. Hein. Donc tu peux trouver en pharmacie. Certaines pharmacies le font, ceux qui font des préparations. Sinon, tu peux commander sur internet aussi. Donc là, c'était 2 plantes en particulier qui jouent sur... Donc en liquide, dans de l'eau de boisson, pas forcément sur des diffuseurs, ce genre de choses-là? Non, ça c'est à faire ingérer. Donc pour Rwena, c'est sur la nourriture. Okay. Parce que c'est plus facile à ingérer comme ça. Et sur l'être humain, ça va être de mélanger diluer avec dans de l'eau, quoi. Parce que moi, du coup, je dois en prendre aussi. Parce que Rwena est très très influencé par moi, parce que on a vécu toutes les deux ensemble, Covid, et en fait du coup elle est très très proche de moi et elle se calque beaucoup à moi, énormément, même parfois trop, parce que du coup parfois elle me fait des problèmes. Et quand je cherche l'origine, je me regarde moi et je me dis « Oh merde, c'est moi ». Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que quand t'as fait la biorésonance, elle a étudié juste Rwena pour rebondir après sur toi, ou t'as eu un petit check-up aussi? Non, j'ai pas eu de check-up, c'est-à-dire que j'étais à côté, en plus de ça, moi je caressais Rwena, donc en plus les ondes viennent à moi forcément, mais par rapport à m'a questionné sur ma relation avec Rwena, elle voyait bien aussi, elle observait bien que Rwena comment elle était et tout, et en fait elle a fait le rapprochement, c'est que Rwena aussi ce qu'elle a renvoyé, c'est que elle était calquée à moi et effectivement moi je suis une personne aussi stressée et tout ça, angoissée, qui peut aussi Ah ouais, alors ça se voit pas du tout. Ouais, ça se voit pas, hein. Je le cache bien, hein. Oui, si. Et donc du coup, tout ce qu'elle m'a dit, j'étais là, non, si c'est vrai, oui, bon ça aussi, ok. Ouais, mais c'est intéressant parce que finalement, c'est encore une autre approche, mais comme la kinésiologie, c'est pareil. Je sais que la kinésiologue que j'avais interviewée dans un autre entretien, tout comme la personne qui fait de la communication animale, en fait, c'est ça, c'est en étudiant juste l'animal, donc sur la kinésiologie, ou en communiquant juste avec l'animal, après, par effet rebond, t'as plein d'infos sur... Moi, ça m'arrive sur certains animaux d'avoir des choses, notamment sur les chevaux, parce qu'il y a en plus la côté monture, c'est-à-dire qu'il y a le cavalier qui vient en dessus, surtout quand c'est un couple fixe, que c'est que... Et on a des problématiques parfois, peu importe, problème sur à droite par exemple, un cheval qui a tel exercice qui est compliqué et tout, et puis on trouve rien. Et en fait parfois c'est le cavalier. C'est-à-dire qu'on pose la question, on cherche un peu, on va questionner le cavalier, et en fait on se rend compte que le cavalier lui a un problème. Ah ouais, d'accord.
Ok. Et en fait, c'est lui qui induit, là, donc c'est physique, mais parfois on a aussi l'émotionnel, c'est-à-dire que des chevaux qui relâchent aucune émotion, qui sont tout le temps tendus, et on leur demande, on dit, et vous êtes comment au quotidien? Et en fait, c'est des gens généralement qui sont pareils. En fait, vraiment, comme on dit, tel maître, tel chien. Mais en fait, parfois, mais c'est complètement vrai. En fait, il y a des choses. C'est incroyable à quel point les animaux ils ressentent des choses que clairement nous on perçoit pas du tout, et ils se calquent en fait, surtout quand on a vraiment des vrais couples qui se forment. Et c'est incroyable. On a des choses vraiment qui ressortent, et des gens que je connais absolument pas, que j'ai jamais vus, que c'est la première fois que je rencontre et que je touche leur animal, c'est-à-dire que je les touche même pas eux. Et je leur pose la question parce que je leur dis, écoute, mais vous avez... Et ils me disent, bah oui. Et c'est incroyable à quel point... il y a quelques années, en séminaire, j'avais rencontré un éducateur canin, plus comportementaliste, qui était diplômé en anthropozoologie, et lui, sur certaines problématiques, il travaillait avec une psychologue. Okay. Et sur certains troubles de comportement que le chien développait, en fait, en travaillant avec la psychologue sur l'humain, tu te rendrais compte qu'en fait, le problème venait de l'humain, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ah ouais, donc c'est hyper intéressant. Puis c'est ça, c'est que l'homme influence énormément en fait son chien, son chat, peu importe. Mais même dans des troupeaux, pourtant le bovin, tu vois, tu te dis c'est pas une relation, mais même au sein des troupeaux, on voit ce qu'est l'éleveur. Quand tu rentres dans un troupeau, tu sais si c'est un éleveur qui est doux, calme, ou est-ce que c'est un éleveur qui est très énergique, qui parle très fort, qui est tout le temps speed et tout. Et en fait, ça se reflète énormément sur son troupeau. On voit une sacrée différence entre... Et donc, c'est incroyable. Et je trouve ça hyper passionnant. Et on pourrait... Il y a tellement de possibilités encore d'études là-dessus. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à réellement savoir comment ça fonctionne. Ça, non, on n'y arrivera jamais. Et puis à la limite, ça fait partie du mystère de la vie. Ouais, mais même de manière générale, ce qui est intéressant, c'est que les mentalités évoluent, les méthodes évoluent, quoi. Ouais. Et ça, pour le coup, ça vraiment bien. Ouais, ça c'est cool. C'est vrai que de plus en plus, on en parle de plus en plus. Mais même chez l'humain, c'est-à-dire que tout ce qui se fait chez les animaux, de toute façon, ça se fait au début sur l'humain. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, clairement, mes grands-parents, il y a 40 ans, l'ostéo... non. Aujourd'hui, pourtant, aller voir un ostéo, c'est classique et on en a plein d'ostéos. Et du coup, tout ce qui est médecine chinoise, énergétique, ce genre de choses... Mais pareil, ça n'existait pas dans le temps. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus, ça se fait de plus en plus. Même les médecins, même ceux qui sont en médecine conventionnelle et tout ça, sont ouverts à ce genre de choses et commencent à mettre en place ce genre de choses. Quand on voit dans les hôpitaux, tout ce qu'ils font de l'hypnose. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis même moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui pense le feu. Et dans les services de grands brûlés, ils font appel à ce genre de personnes pour soulager les gens parce qu'en fait, alors ils comprennent pas pourquoi, mais ça marche. Ça marche. Donc du coup, oui, ok, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne sait pas, on n'arrive pas, mais ça fonctionne. Donc les gars, il faut en profiter. Et du coup, c'est cool parce que vraiment, on arrive dans une nouvelle... dans un nouveau monde, dans un nouveau fonctionnement. Ils cherchent vraiment à... C'est une nouvelle ouverture. C'est-à-dire que oui, on a énormément développé la médecine conventionnelle et clairement c'était nécessaire et ça permet de... Clairement on peut pas s'en passer, c'est impossible. Moi les gens qui me disent je suis anti... non mais attendez, c'est pas possible. Non, tout à fait. Il faut, c'est nécessaire. Contre un cancer, c'est pas tes plantes qui vont te sauver. Même du conventionnel, malheureusement, il y a certaines maladies, c'est nécessaire. Donc par contre, parfois, il faut réussir à travailler sur les deux. C'est-à-dire que parfois ça peut suffire en naturo, en homéopathie, peu importe, ou en énergétique, il y a des choses que ça apporte beaucoup. Ça peut être complémentaire, en fait. Et du coup, c'est cool parce que même les nouveaux médecins et tout ça, eux aussi... Et en fait, c'est parce qu'au niveau des écoles même de médecine, mais même comme vétérinaire, aujourd'hui, ils en parlent. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie qui a fait l'école véto, donc qui est rentrée il y a 6 ans dans l'école véto, 6-7 ans même. Au départ... Les années d'avant, c'était médecine vétérinaire, point classique. Tout ce qui sortait, ça, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, ils ont des cours et même des intervenants de d'autres médecines qui viennent pour justement dire sur quoi ils travaillent, comment ça peut du coup se compléter avec le vétérinaire et tout. Mais voilà, c'est au sein des écoles aussi que ça se bouge en fait. C'est quand même ça, c'est comme pour tout, même en éducation et tout ça. C'est ça qui fait les prochains professionnels et les futurs. Donc ouais, tout bouge. Donc c'est hyper cool.
Bah ouais, ouais c'est cool. Bah écoute, on finira là-dessus. Ça marche. C'est une belle conclusion. Bah écoute Laura, je te remercie pour cet entretien, c'était très très... Merci à toi pour l'invitation. Très intéressant.